Les microalgues sont des organismes qui sont à l'origine de l'oxygène que l'on respire, à l'origine aussi d'une partie du pétrole qu'on utilise et très important, c'est à l'origine de tous les fruits de mer que l'on peut consommer. Je parle des mollusques qui consomment directement les microalgues pour leur croissance, mais je parle aussi de tous les poissons et voire tous les mammifères qui se nourrissent directement ou indirectement sur les microalgues. Donc en fait, les microalgues, c'est le fourrage des océans partout dans le monde. Il s'agit en fait de micro-organismes, de micro-végétaux qui sont visibles uniquement sous microscope, qui occupent des milieux aquatiques très diversifiés. On en trouve dans tous les océans, sur les côtes, mais aussi en eau douce. En termes de biodiversité, actuellement on connaît 15 000 à 20 000 espèces. Certains experts estiment qu'il y a plus d'1 million d'espèces de microalgues de par le monde. Et la biodiversité en microalgues en Nouvelle-Calédonie, peut-être plus qu'ailleurs, parce que la Nouvelle-Calédonie est reconnue pour contenir une très grande biodiversité, mais animale et végétale. On est probablement en présence donc, de très nombreuses espèces. Les microalgues ont cette propriété intéressante d'être pratiquement les seuls organismes à être capables de produire les fameux acides gras polyinsaturés que l'on appelle les oméga 3. En nutrition animale, on utilise l'huile de poisson que l'on va mettre dans les granulés pour nourrir ces animaux. Les crevettes en Nouvelle-Calédonie reçoivent leur part d'oméga 3 avec l'huile de poisson qu'on met dans leurs granulés. Et à terme, le projet donc en Nouvelle-Calédonie, on pourra être amené à remplacer en fait les huiles de poisson qu'on importe à grand prix pour nourrir donc les crevettes avec de l'huile de microalgues que l'on pourrait être amené à produire ici à terme en Nouvelle-Calédonie. La façon dont on procède, on va aller sur le terrain. Différents sites, ça peut être des bassins d'élevage de crevettes, mais ça peut être également dans la mangrove, à l'embouchure d'une rivière, etc. Donc on va les concentrer sur le terrain et les ramener en petites bouteilles au laboratoire ici. Et on va les mettre en photobioréacteur afin de sélectionner donc les plus performantes. Les photobioréacteurs permettent de mettre en compétition les différentes microalgues qui sont contenues dans ce concentré qu'on a ramené du terrain et que seules les bêtes de course, je dirais, sortiront vainqueurs et seront retenues pour notre travail par la suite sur la caractérisation de ce qu'elles ont pour être valorisées du point de vue commercial. Là, on va prélever un petit échantillon de culture. Et on va fixer et colorer les cellules avec un colorant qu'on appelle le Lugol. Ça va les conserver. Et les cellules qui sont mobiles, ça va les fixer, donc elles vont arrêter de se déplacer, ce sera plus facile pour faire un comptage. On fait deux estimations, l'estimation par l'absorbance et l'estimation par le comptage. Ensuite, on va mettre ça sous microscope. On voit sur l'écran, on a un quadrillage. Et donc on va les compter toutes les petites cellules sur le quadrillage. C'est ça qui va nous permettre le volume déposé sur le quadrillage est calibré et constant.
Donc selon le nombre de cellules qu'on va compter, c'est ça qui va nous permettre d'avoir notre comptage. Le projet Amical a pour vocation de développer une nouvelle filière de production de microalgues, donc une nouvelle filière aquacole à part entière. Le projet va reposer sur 2 laboratoires. Le premier qu'on appellera le LEMA, qui tourne aujourd'hui, qui est le laboratoire d'études des microalgues et qui est vraiment voué à faire de la recherche scientifique sur les microalgues. Et le second laboratoire, donc ça va être le LTMA, qui va avoir pour rôle, lui, d'appliquer les résultats de la recherche à une échelle pré-industrielle, on va dire. Par là. Pour acidifier la réacteur. La première des tâches est d'identifier des microalgues qui auraient particulièrement un taux de protéines élevé pour pouvoir les utiliser et fabriquer des aliments pour la filière crevetticole. Intéressant, non? Il paraît même qu'on va pouvoir prévenir les cancers et les maladies cardiovasculaires grâce aux microalgues. Microalgues donc, mais méga enjeu. Et si je vous dis en plus que dans une goutte d'eau de mer, on peut retrouver jusqu'à des milliers de microalgues. Et qu'avec une goutte d'eau en laboratoire, on peut cultiver jusqu'à 50 millions de ces organismes marins. Ça laisse rêveur, non? Alors, pour mieux connaître encore ce minuscule organisme au potentiel gigantesque, je vous convie cette fois-ci à le retrouver dans son milieu naturel, l'océan. La même où il se reproduit grâce à la lumière du soleil et au CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique. Le mélange de ces 2 éléments va créer une réaction biochimique chez les plantes, la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est la vie. Autant la région du sud-ouest Pacifique est pauvre en éléments nutritifs, autant elle est remarquablement riche en microalgues dotées d'une capacité peu commune, celle de fixer l'azote atmosphérique dissous dans l'eau de mer. Ainsi, ces algues microscopiques, appelées diazotrophes, enrichissent leur milieu, le fertilisent à la manière d'un engrais naturel et permettent potentiellement à l'ensemble du plancton de se développer en se nourrissant de cet azote transformé. 14 scientifiques d'Europe, des USA, d'Israël, participants du projet Vainé, se sont donné rendez-vous en Nouvelle-Calédonie. Embarqués sur le navire océanographique Alice de l'Institut de recherche pour le développement ou installés sur l'îlot Amédée, ces spécialistes ont étudié en détail pendant 25 jours, à partir de techniques innovantes, les interrelations entre le vivant de l'écosystème planctonique, c'est-à-dire bactéries, microalgues et plancton animal, avec leur milieu, l'océan. Sophie Bonnet, océanographe et coordinatrice du projet Vainé. Donc les microalgues, à l'image de la végétation terrestre, elles font la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser le dioxyde de carbone de l'atmosphère qui est dissous dans l'eau. Et à l'aide de la lumière et d'autres éléments nutritifs comme l'azote, elles vont fabriquer ce qu'on appelle de la matière organique, c'est-à-dire l'algue en elle-même. Et cette algue-là, elle a plusieurs devenirs possibles. Soit elle va être consommée par les maillons de la chaîne alimentaire jusqu'aux poissons, soit à sa mort, elle va sédimenter au fond des océans et constituer un puits de carbone durable. Donc tout ce carbone qui est enlevé de l'atmosphère et acheminé vers le fond, c'est autant de carbone en moins pour l'effet de serre. Toute la question scientifique du projet Vainé est là. Quel type de plancton va bénéficier de cet azote et quelles conséquences sur la capture de CO2 par l'océan?
Les scientifiques estiment que plus d'un tiers des émissions de CO2 dues aux activités humaines sont ainsi piégées, séquestrées par l'ensemble des microalgues qui constituent le phytoplancton, l'océan devenant grâce à elles un puits de CO2. De plus, lors du processus de photosynthèse, à l'instar des végétaux sur la planète, les microalgues produisent de l'oxygène dans une proportion estimée à la moitié de ce qui est généré sur Terre, ce qui laisse entrevoir l'effet de ces microalgues sur la planète. 36 degrés, 26,71 minutes Est. Les installations sont matérialisées en surface par 3 bouées coniques orange. Il est demandé de ne pas approcher cette station à moins de 100 mètres pour ne pas perturber les analyses en cours. Pour être le plus proche possible des conditions naturelles, les scientifiques du projet Vainé ont déployé de gigantesques tubes à essai immergés dans le milieu naturel, les mésocosmes. Les mésocosmes, leur fonction, c'est effectivement d'emprisonner un morceau d'océan pour pouvoir étudier pendant 1 mois la même masse d'eau. On s'intéresse au devenir de l'azote, donc ce fertilisant apporté par ces microalgues fertilisantes. Et si on faisait ça en dehors de mésocosmes, on a essayé, ça ne fonctionne pas parce que dans l'océan, les masses d'eau bougent. De haut en bas, elles sont advectées à droite, à gauche. Donc sur 1 mois, si on est en point fixe au niveau d'un bateau par exemple, on va étudier tous les jours une masse d'eau quasiment différente. Donc pour regarder quel est le devenir de notre azote dans la chaîne alimentaire, il faut qu'on ait toujours la même chaîne. Donc on emprisonne. Nous, le cahier des charges nous dit on veut enfermer des colonnes d'eau en pleine mer. Voilà, c'est le laboratoire, c'est-à-dire qu'on va piéger une colonne d'eau de 0 à 12-13 mètres de fond avec 2 mètres de diamètre. Et le but, c'est après de faire des expériences à l'intérieur de ces colonnes d'eau. Alors maintenant, pour avoir des colonnes d'eau enfermées, nous, on a choisi la solution de prendre des sacs plastiques transparents qui laissent passer la lumière pour que la colonne d'eau puisse réagir comme à l'extérieur du sac et avec une structure la plus légère possible pour qu'elle puisse être construite n'importe où dans le monde. La première des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est de faire 3 mouillages subsurface, c'est-à-dire qu'on a des encres à vis ou des corps morts si la zone le permet. Sur lesquels on met une ligne de mouillage qui possède au-dessus des bouées. Ces bouées se trouvent en dessous de la surface. L'avantage d'avoir des bouées en dessous de la surface, c'est qu'elles ne sont pas malmenées par la houle et donc n'ont pas d'action mécanique sur la structure, puisque c'est très souple. Et en partant de ces 3 bouées subsurface, on ramène 3 bouts pour fixer les mésocosmes et ils vont se situer donc dans une position d'équilibre autour de ces 3 mouillages. Deuxième difficulté, c'est de déployer ces sacs. Et c'est pas facile. Ces sacs ont des poches d'air pour le déploiement et ont des poches d'eau quand on les enlève. Donc il y a toute une technique pour déployer un après l'autre les cerceaux comme un accordéon pour les amener à être donc le plus droit possible. Le but par la suite, c'est de laisser la colonne d'eau se reposer, puisqu'elle est ouverte en haut, en atmosphère, et en bas, à la fin du cerceau de plastique. Et une journée après, le fermer par un cône, un réceptacle, comme on va dire un entonnoir, qui lui va posséder une autre pièce en résine qui permet de fermer la sortie et de positionner un petit flacon pour que tous les jours on puisse acquérir tous les agrégats qui tombent dans ce réceptacle.
Dans le cas de Vainé, on mesure cet export de carbone vers les profondeurs. Donc c'est les godets qui sont prélevés chaque jour par les plongeurs professionnels en bas des mésocosmes. Et cette matière exportée provient de ce qui a été produit en surface par les microalgues, qui va sédimenter le long de la colonne d'eau, s'agréger dans de la matière organique et se retrouver dans les pièges. C'est assez étonnant pour nous de retrouver autant de matière exportée, sachant que les concentrations en azote dissous dans l'eau sont extrêmement faibles. Les concentrations en nitrate, elles sont indétectables, pour ainsi dire. Donc pour qu'il y ait production dans les mésocosmes, il faut bien qu'il y ait une source d'azote qui provienne de quelque part. Et on est vraiment très très content dans le cadre de cette mission, puisque le pari est tenu. On a eu un bloom, une efflorescence phénoménale de fixateurs d'azote atmosphérique, et donc on pense que la fertilisation vient de ces organismes-là et a pu soutenir toute la production des autres microalgues que l'on retrouve dans ces pièges. Maintenant, l'ensemble des analyses moléculaires et isotopiques nous confirmera et nous permettra de quantifier avec précision les flux. La neige marine qui s'accumule dans les flacons collectés quotidiennement est un des prélèvements parmi bien d'autres analysés dans les laboratoires du navire Alice. Chaque jour, les scientifiques prélèvent dans les mésocosmes l'eau et les organismes microscopiques qu'elle contient à différentes profondeurs. Ils se sont partagés le travail en fonction de leur expertise. Chimie, microbiologie, biogéochimie, biologie moléculaire, génétique ou encore modélisation. La convergence de ces approches scientifiques apportera une compréhension plus globale de la dynamique des microalgues diazotrophes et de leur rôle en tant que possible acteurs de la capture de CO2. Ici, sur la mission Vainé, on est 14 scientifiques, 35 scientifiques en tout dans le projet. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir des spécialistes, chacun dans leur partie, du virus à la bactérie, en passant par les microalgues et le plancton animal et la chimie. Donc chacun prend en charge un bout de la question scientifique. Et nous prévoyons de nous retrouver dans 1 an, lorsque tout le monde aura analysé l'ensemble des données qu'il a collectées pendant ce mois d'expérience, pour confronter nos résultats, les mettre en commun, essayer de comprendre l'histoire de ce qui a pu se passer dans ces mésocosmes qui, on l'espère, représentent ce qui se passe dans l'océan, et ensuite faire un plan de publication dans des revues internationales pour rendre publics nos résultats. Comprendre dans quelle mesure les microalgues ont un rôle de régulation du climat mondial est un des enjeux du projet Vainé. Les nouvelles connaissances sur l'écosystème planctonique qu'apporteront les scientifiques sont d'autant plus attendues en ces temps de changement climatique rapide que connaît notre planète. Une problématique qui concerne l'ensemble du vivant, humain et non humain, et où chacun par son fonctionnement influence l'écosystème planétaire. La richesse de ces minuscules organismes marins d'eau de mer est donc inépuisable. Et les microalgues pourraient bien devenir aussi notre meilleure arme anti-pollution. Direction l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, où Sophie Bonnet, qui est à la fois océanographe et biogéochimiste, travaille activement sur un projet baptisé Vainé. Donc les enjeux de mes recherches et de celles de mes collègues qui travaillent sur ces microalgues-là ou d'autres microalgues en général, quelque part ils concernent l'ensemble de l'humanité, puisque les microalgues elles sont à la base de la chaîne alimentaire marine. Donc comprendre qu'est-ce qui va conditionner la croissance de ces microalgues, c'est in fine comprendre combien de ressources marines on va pouvoir pêcher pour nourrir l'humanité. Le deuxième aspect, c'est un aspect climatique, puisque les microalgues, dans l'océan, en faisant la photosynthèse, donc elles limitent l'accumulation de dioxyde de carbone, de CO2 dans l'atmosphère, puisqu'elles le puisent pour la photosynthèse, pour fabriquer leur matière, et elles rejettent de l'oxygène. Et à l'échelle globale, les microalgues, elles séquestrent du CO2 durablement au fond des océans, et on estime qu'elles séquestrent environ entre 1/3 et la moitié des émissions de CO2 d'origine humaine, par les activités humaines.
Donc ici, en Calédonie, on a parmi les plus fortes abondances et activités de fixation d'azote de l'océan mondial. Donc les questions auxquelles on s'intéresse ici, c'est de savoir qui sont les organismes présents dans les eaux calédoniennes, ces organismes fixateurs d'azote, quelle est la diversité, l'abondance, quelle est leur capacité à fertiliser en azote les eaux de surface. Et puis, c'est donc l'objet du projet Vainé qui va bénéficier de cet azote fourni par ces microalgues dans la chaîne alimentaire marine. Quel type de phytoplancton et quelle va être sa capacité à exporter le carbone vers les profondeurs et donc avec l'impact sur le climat. Et puis, la capacité à se transférer dans les maillons de la chaîne alimentaire supérieure, donc le plancton animal et puis les poissons. Moi, j'étudie en particulier celles qui sont fixatrices d'azote atmosphérique, pour la bonne raison qu'ici, dans le sud-ouest Pacifique et en Calédonie en particulier, c'est une zone où ces microalgues-là, ce type-là, est particulièrement abondant. C'est là où elles sont le plus abondantes de l'océan mondial, abondantes et actives. A priori, elles n'ont que des atouts. Alors là aussi, il y a une diversité dans ces microalgues. Il y a des formes filamenteuses, des formes unicellulaires. On sait que certaines formes filamenteuses, c'est celles qui forment des accumulations marron sur le lagon. Les gens de Calédonie sont assez familiers avec ces microalgues. Certaines formes, dans certaines conditions, peuvent être toxiques pour le milieu marin environnant. Mais là encore, on sait très peu de choses. Donc on a un autre projet qui s'appelle Tricotox, qui a pour but d'étudier les effets positifs de ces microalgues en fournissant des fertilisants versus les effets négatifs avec la toxicité. Enfin, les microalgues ou phytoplancton, les océanographes les étudient et obtiennent des financements pour les étudier, essentiellement parce qu'elles ont une forte capacité à séquestrer du carbone dans les profondeurs océaniques durablement, et donc à réguler le climat, disons à limiter l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. C'est en faisant la photosynthèse dans la couche de surface que le phytoplancton capture du CO2 qui devient algue. Lorsque l'algue meurt, elle tombe au fond des océans. Une partie, comme un cadavre sur la planète, est recyclée et redevient du CO2, mais une partie descend profondément au fond des océans. Et ce carbone, qui était auparavant CO2, va être séquestré pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années. Donc ces microalgues-là, elles ont ce pouvoir de limiter l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère et donc de séquestrer de 1/3 à la moitié des émissions de CO2 liées aux activités humaines. Donc ici, pour la Calédonie, on connaît bien ce problème de l'émission de CO2 avec les choix qui sont faits actuellement. Donc actuellement, l'océan séquestre une partie de ce CO2 via les microalgues. Est-ce que ça va continuer? On ne sait pas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui nous a aidés à préparer cette émission consacrée aux microalgues. Nous espérons que vous en saurez davantage sur ces petits trésors de la nature, que leurs bienfaits et leur utilité n'auront plus de secret pour vous. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro des coulisses de la science. Salut à tous!